Voilà, bienvenue à cet atelier qui a comme objectif effectivement de réfléchir à la préparation de la sortie des personnes incarcérées et plus particulièrement des personnes placées sous main de justice par rapport au SIAO. Donc Raymond Colère, hein, je suis directeur de centre d'hébergement sur Mulhouse. J'ai piloté jusqu'en septembre dernier le SIAO du Haut-Rhin et je connais bien la question de la réinsertion et la question des personnes placées sous main de justice pour avoir depuis une trentaine d'années fréquenté les couloirs des centres pénitentiaires et de la centrale d'Ensisheim pour parler. Effectivement, l'accueil des personnes placées sous main de justice, elle relève de deux niveaux. Elle relève d'un premier niveau des maisons d'arrêt, c'est-à-dire des personnes qui rentrent, qui font de très courtes peines, hein, qui parfois sortent de prison très rapidement sur la décision d'un juge ou par des jeux de réduction de peine ou même à quelques heures du jugement et nécessite que les SIAO puissent réfléchir comment accueillir ce public qui sort de prison, sachant, et on le sait depuis de nombreuses années, le taux de récidive est très important à la sortie immédiate de prison, surtout s'il n'y a pas de solution d'hébergement. Et dans un deuxième temps, il y a les personnes qui sont incarcérées en centre pénitentiaire, en CD et voire en maison centrale, qui, eux, pour la plupart, sont en train de construire des projets pour avoir un aménagement de peine et à partir de cet aménagement de peine, puissent être accueillis, avoir un projet. Il faut du travail, hein, il faut souvent un travail, il faut souvent un logement, un hébergement pour pouvoir mener à bien une demande de libération conditionnelle, une demande de placement extérieur. Et cette réalité de ce public, bien sûr, touche principalement les SIAO, puisque le SIAO se retrouve à un moment donné en première ligne pour pouvoir à la fois accueillir et sur chaque territoire a été réfléchi et a été pensé des modes d'accueil. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu, dans cet atelier, avoir un échange sur ce public spécifique qui nécessite aussi un accueil spécifique. Pour cela, nous avons plusieurs intervenants et je vais, pour un peu introduire le débat et pour un peu introduire ce débat et puis pour donner un peu le sens, on va donner la parole à Lévi Suguet de la direction d'administration pénitentiaire qui va un peu se présenter et nous donner un peu sa vision de cette question. Bonjour à toutes et à tous. En principe, vous devriez voir mon écran. Donc, je me présente. Donc, je suis Léo Suguet. Je suis effectivement au sein des services centraux de la direction de l'administration pénitentiaire. Et je suis au sein de la sous-direction insertion et probation, spécifiquement en charge de tout ce qui est accès aux droits sociaux, accès à l'hébergement logement, donc c'est la thématique du jour, et lutte contre la pauvreté. Ça va fonctionner. Donc, l'atelier porte sur effectivement la préparation à la sortie des personnes détenues avec le 115 SIAO et à savoir, on va essayer de déterminer quel partenariat est adapté avec les services pénitentiaires. Donc, quelques mots simplement pour cadrer le sujet. Donc, il s'agit aujourd'hui d'examiner la question de la préparation à la sortie des personnes détenues. Donc, on va faire ça implique de faire un focus exprès sur les personnes détenues. Donc, on va faire abstraction des personnes qui sont placées sous main de justice, mais qui n'ont jamais été incarcérées ou qui sont exclusivement suivies en milieu ouvert. La question du 115 SIAO, donc, pour mémoire, même si je pense que le panel est déjà bien au fait de cette thématique, mais il s'agit du service public de l'hébergement et de l'accès au logement. Donc, on va faire un focus à la fois aujourd'hui sur l'hébergement insertion, également sur l'hébergement d'urgence, et on abordera la question de la plateforme SIAO qui centralise les offres et les demandes et qui, du coup, a conduit à une évolution des pratiques qui avait jusqu'alors entre les services pénitentiaires et les structures d'hébergement.
et la notion de partenariat. Donc, on va s'attarder plus précisément, je pense que ce sera une surprise non plus pour personne, sur la circulaire SPIP SIAO de 2016 et sur l'importance des partenariats pour coordonner les acteurs justice et les acteurs hébergement-logement. Voilà, donc on va procéder en 3 temps. D'abord, on va dresser un petit point de contexte interministériel. J'ai vu qu'une collègue de la DGCS avec laquelle je suis en interaction fréquente participe à l'atelier. On échangera sans doute après. Et ensuite, on fera un point sur la circulaire SPIP-SIAO. Et puis, on s'attardera plus spécifiquement sur une animation territoriale qui a été impulsée conjointement par la DAP, la DIAL et la DGCS. Donc pour essayer de redynamiser, de dynamiser la mise en œuvre de la circulaire SPIP-SIAO de 2016. Donc, en ce qui concerne le contexte interministériel, d'abord le contexte justice. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure en introduction, c'était l'enjeu de l'accès à l'hébergement, c'est de prévenir la récidive. On constate que l'absence de solution d'hébergement, logement, il a un impact significatif sur la récidive des publics justice. Donc, il y a 3 objectifs qui sont subsidiaires. À titre primaire, en ce qui concerne les courtes peines, ça va être le maintien dans le logement lorsqu'il existe. Lorsqu'il n'y a pas de logement, ça va être l'accès au logement, donc dans le cadre de la préparation à la sortie. Et lorsque l'accès au logement n'est pas forcément possible, peut-être du fait des ressources, ça va être l'accéder à l'hébergement, donc dans le cadre également de la préparation à la sortie. Et là, on parle plutôt d'accès à l'hébergement, insertion à ce stade. Les difficultés, lorsqu'on s'attarde spécifiquement donc, sur les sortants de détention, c'est que 7% des sortants n'ont aucune solution d'hébergement, c'est-à-dire qu'ils sortent à la rue au moment de leur levée d'écrou. Et 21% disposent d'une solution précaire s'entendant par héberger chez un tiers, héberger au sein d'une structure d'hébergement ou accueilli au sein d'un logement adapté. Donc, l'acteur central de la justice ici, c'est le SPIP, qui évalue et accompagne la personne, donc, en milieu fermé et en milieu ouvert si elle fait l'objet d'un suivi à l'issue de la période de détention. Et elle a pour le SPIP éclaire l'autorité judiciaire puisque à la fois, il y a une dimension de contrôle, du respect des mesures qui lui sont auquel elle est assujettie par la personne. Et il y a également, le SPIP va adresser des rapports au magistrat pour qu'il adapte sa peine. Voilà. Il y a une actualité en ce qui concerne la justice, c'est l'an passé, donc l'entrée en vigueur en mars 2020 de la loi de programmation pour la justice, qui a conduit à réviser l'échelle des peines. L'idée, c'est quoi qui sous-tend cette révision de l'échelle des peines? C'est d'éviter les courtes peines d'emprisonnement qui sont très désocialisantes, notamment sur l'effet. Il y a un effet important d'éviction du logement lorsqu'il existe. Et donc, en pratique, ça se traduit comment? Ça se traduit premièrement par une interdiction des peines d'emprisonnement inférieures à 1 mois, par le principe d'aménagement des peines comprises entre 1 et 6 mois, donc aménagement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou encore de placement à l'extérieur. Et enfin, il y a un aménagement possible des peines d'emprisonnement de 6 mois à 1 an. Donc l'idée, c'est que, quel est l'effet attendu sur l'hébergement-logement? C'est qu'il y ait moins de rupture de logement pour les courtes peines et de facto moins de sollicitation des structures d'hébergement puisque la personne n'a pu conserver son logement. En ce qui concerne désormais le contexte cohésion sociale et hébergement, là je vais faire vite parce que je pense que chacun est au fait de la thématique. Donc l'enjeu essentiel, c'est de mettre en œuvre l'article du Code de l'action sociale des familles avec le droit, c'est finalement de donner corps au droit inconditionnel au logement et à l'hébergement. Et donc, l'acteur central ici, c'est le SIAO. Et donc, votre mission, la mission des SIAO, en tout cas, c'est de recenser l'ensemble des places d'hébergement, logement sur un territoire, mais également de gérer le 115. C'est encore de veiller à la réalisation de l'évaluation, qu'elle soit sociale, médicale et psychique de la personne et l'orienter. Donc, veiller à la réalisation, ça ne veut pas nécessairement dire réaliser l'évaluation, c'est 2 choses différentes. Et encore, c'est coordonner les acteurs de la veille sociale. Donc, les enjeux qui sous-tendent le SIAO, ça va être de répondre de manière adaptée aux besoins de la personne en fonction donc, de sa détresse.
ça va être d'évaluer, donc de hiérarchiser l'urgence des situations et de prioriser les demandes. C'est un point, je pense, sur lequel on aura l'occasion d'échanger à l'issue de ces interventions. Et puis, c'est d'orienter le plus précocement possible vers le logement. Donc, ça, c'est la logique de la VDL notamment, que Noémie évoquera à ma suite. La circulaire SPIP-SIAO, donc c'est plus spécifiquement ce qui a trait au partenariat. Donc, quelques généralités. Donc, l'objectif, c'est de favoriser le maintien dans le logement, c'est de fluidifier l'accès au logement et à l'hébergement, et c'est d'améliorer la coordination entre les services justice et les services logement, hébergement aussi. Les acteurs, donc pas de scoop, les acteurs principaux, on les a déjà évoqués, et il y a également des acteurs qui sont essentiels avec les préfets, puisque la coordination est primordiale dans le fait de travailler ensemble. Là, les DEFPIP ont également un rôle pour identifier les besoins du public justice, et les structures d'hébergement ont quant à elles un rôle pour recenser les disponibilités et accueillir les publics. Donc, les implications de cette circulaire, ça va être une implication, il y a 3 types d'implications. Partenariale tout d'abord, puisqu'on passe d'une logique bilatérale qui prévalait jusqu'alors, c'est-à-dire que les SPIP étaient en relation directe, avaient un partenariat direct avec les structures et pouvaient orienter au fil de l'eau les personnes, à une logique de plateforme, finalement, puisque le SIAO centralise et oriente les personnes au regard de critères objectifs, qui sont ceux de l'urgence sociale, psychologique et médicale. Donc, le principe, si on l'applique, c'est que le SPIP adresse le plus en amont possible de la sortie, donc l'anticipation est cruciale, toute demande d'hébergement logement au SIAO qui oriente, donc conformément au droit commun. Une exception et un tempérament, le SPIP peut orienter vers une structure sans solliciter le SIAO dans le cadre des libérations anticipées sous le régime du placement extérieur. C'est-à-dire que il faut juste que le SIAO soit destinataire de la convention et qu'il soit informé de l'admission pour qu'il puisse tenir à jour les disponibilités de place, ce qui est logique. Et il y a également une autre exception, c'est la libération anticipée hors placement à l'extérieur, dans la mesure où il y avait une convention bilatérale qui est antérieure à la circulaire de 2016. Et dans ce cadre-là, encore une fois, le SIAO doit être destinataire de la convention et informé des admissions. Un tempérament, c'est le fait que le SPIP et une structure peuvent recourir au phénomène de place fléchée. Deuxième implication, celle de la gouvernance. Il s'agit d'associer le SPIP aux différentes instances de l'hébergement-logement au niveau départemental. Et puis, coordonner, donc on l'a un petit peu abordé auparavant, c'est le rôle des préfets de région, des préfets qui soient régionaux ou départementaux, également des services cohésion sociale et justice avec les DRJSCS et les DISP, les SPIP, les DDCS et les SIAO. L'objet d'aujourd'hui, cette intervention me permet de faire un petit point sur ce qu'on a impulsé avec la DIAL et la DGCS. Donc, on a constaté, fort du constat des forces et des faiblesses du dispositif actuel, on a décidé d'insuffler une nouvelle dynamique à la circulaire au travers d'une animation territoriale. Donc, l'animation territoriale, elle mobilise elle mobilise les différentes strates du millefeuille législatif, du millefeuille administratif, pardon. D'abord, l'échelon central avec à la fois la DAP, la DIAL et la DGCS. Ensuite, l'échelon régional ou interrégional selon la manière dont on se positionne, avec les directions interrégionales des services pénitentiaires et les directions régionales jeunesse, sport et cohésion sociale. Et puis, enfin, l'échelon départemental avec le SPIP d'un côté, la DDCS, éventuellement PP de l'autre, et les SIAO. L'idée de cette dynamique, de cette initiative, de cette animation territoriale, autant pour moi, c'est à court terme, donc au moment des visios, de dresser un état des lieux, d'identifier les bonnes pratiques et les difficultés relatives à la circulaire. Et c'est également, à moyen et plus long terme, de capitaliser sur ces réunions. J'en dirai un mot en conclusion. Donc, comment? Donc, par le biais de réunions dématérialisées avec plusieurs régions. Jusqu'ici, on a fait 6 régions et les Outre-mer. Donc, si on s'attarde justement sur cette animation territoriale, quels sont les constats qui ont été dressés à cette occasion? J'insiste,
Je le mentionne simplement sur le fait que l'animation territoriale étant en cours, c'est des éléments qui sont en cours de consolidation avec la DIAL et la DGCS. Donc, le constat, c'est que les démarches à entreprendre varient selon la durée de la peine. En gros, le maintien dans le logement, on va plutôt cibler les courtes peines, donc plutôt les maisons d'arrêt. L'accès au logement, c'est plutôt pour les peines longues, donc plutôt les établissements pour peine. Bon, il y a toujours un élément bloquant qui est le rétablissement des ressources, notamment du RSA, qui doit attendre la sortie pour être actualisé. Et enfin, l'accès à l'hébergement pour un peu tout type de peine, parce que quand l'accès au logement n'a pas pu déboucher, on se tourne vers l'hébergement d'insertion ou d'urgence quand la personne sort. Cette animation territoriale a permis de recenser pas mal de bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui visent à la fois le SIAO et le SPIP. Donc, ça commence par décliner la circulaire au travers de la formalisation d'une convention. Ça va également consister à permettre au SPIP de participer aux commissions d'orientation SIAO. Donc, une bonne pratique, très concrètement, ça va être peut-être de dédier un créneau horaire à l'examen des dossiers des personnes placées sous main de justice et puis de permettre aux professionnels du SPIP de démystifier un petit peu les craintes qui peuvent entourer le public justice. Ensuite, ça va être de sensibiliser les SIAO au public justice et les SPIP aux enjeux du SIAO. Donc, l'idée, c'est d'une acculturation un peu réciproque, de permettre aux acteurs de se rencontrer et d'échanger. Entre le SPIP, le SIAO et l'autorité judiciaire, l'idée, ça va être de favoriser la délivrance d'une permission de sortir qui permette à la personne qui va sortir d'aller rencontrer la structure en amont de son admission, en fait. Donc, toujours pour permettre de dissiper un peu les craintes et aux gens de se rencontrer. Ensuite, ça va être avec la DDCS notamment, l'idée, ça va être de mettre en place des réunions périodiques qui permettent de résoudre les cas complexes et d'entretenir le réseau. Le SPIP, on a identifié une bonne pratique du SPIP qui consistait à instaurer donc, en interne au sein du SPIP même une commission hébergement-logement qui priorise les demandes avant de les transmettre au SIAO. Bon, alors la limite, c'est l'évaluation des personnes qui varie en fait d'un service à l'autre, l'utilisation du SIA-SIAO qui n'est pas encore opérationnel partout, dans tous les départements, et la caducité rapide des dossiers SIAO dans la mesure où il y a certains sortants qui sortent en sortie sèche, c'est-à-dire qui n'ont pas de suivi justice à l'issue de leur peine de détention. Et donc là, ça pose la question de l'actualisation du dossier SIAO à peine de caducité. En ce qui concerne le SIAO, les bonnes pratiques, ça va être l'allée vert, donc l'allée vert qui consiste par la tenue notamment de permanence en détention. On a également noté que certains SIAO gelaient des places en amont de la sortie et ne faisaient pas passer en fait les sortants en commission SIAO, donc ce qui permettait un accès un peu prioritaire quelque part des publics à l'hébergement. Quelques difficultés également recensées lors de cette animation territoriale. D'abord, la concordance des temps, c'est la principale difficulté qu'on a pu identifier. C'est-à-dire que le temps judiciaire et pénitentiaire ne coïncide pas toujours, sinon rarement avec le temps social. Il y a un phénomène également de concurrence entre publics prioritaires, puisque dans la mesure où il y a un nombre de logements, d'hébergements qui est insuffisant, il faut hiérarchiser et donc du coup les publics justice ne sont pas peut-être parmi les plus prioritaires. Également l'enjeu de la domiciliation administrative des personnes détenues, puisque de cette domiciliation dépend le SPIP qui va être compétent, et puis ça va conditionner également l'accès aux droits sociaux. Donc encore une fois, pour le rétablissement des ressources, le RSA, c'est pratique. La question des échelles en fait, du SIAO qui mériteraient tantôt d'être plutôt régionalisées, typiquement pour orienter les publics pour transcender l'orientation départementale des publics, alors que d'autres missions du SIAO doivent demeurer proches du terrain, notamment pour avoir des relations avec les bailleurs locaux. La question de l'interconnaissance qu'on a déjà abordée un petit peu dans les bonnes pratiques. La question de certains profils spécifiques qui posent difficulté dans l'orientation et dans l'accueil. Ça va être les longues peines, ça va être les troubles psychiques et les addictions, ça va encore être les détenus qui sont signalés comme radicalisés ou les auteurs d'infractions à caractère sexuel.
Voilà, ça va être en termes de gouvernance, le fait d'associer le SPIP aux instances départementales, comme on l'a abordé un petit peu, donc tout ce qui est CAPEX, PDA, LHPD, etc. On a identifié qu'il y avait pas mal de SPIP qui finançaient sur leur budget insertion, donc qui n'est pas fait pour ça, des places d'hébergement pour les sortants, faute de mieux, puisqu'il y a des difficultés pour les sortants d'accéder à des solutions d'hébergement. Et puis, après, la question des transitions entre le placement extérieur qui se termine et puis le logement de droit commun qui ne commence pas forcément juste au moment qui ne coïncide pas forcément avec la fin du placement extérieur, qui ne coïncide pas forcément avec l'entrée dans le logement de droit commun. Voilà, c'était pour les difficultés qu'on a recensées. Et puis donc en conclusion, l'idée c'est de capitaliser. Donc l'échelon central, l'idée c'est de capitaliser. C'est-à-dire essayer d'élaborer un document un petit peu de synthèse qu'on pourrait diffuser, qu'on compte diffuser à l'ensemble des services, y compris ceux qui n'auraient pas participé à l'animation territoriale, avec les bonnes pratiques, les difficultés qu'on a identifiées et qu'on souhaite, sur lesquelles on va travailler à l'échelon central avec donc la DAP et la DIAL et la DGCS. Et à l'échelon déconcentré, donc au niveau régional, il y a une double dynamique avec à la fois vers les services centraux, donc pour faire remonter les difficultés et les bonnes pratiques, et vers les services départementaux pour encourager la mise en œuvre de la circulaire et l'essaimage des bonnes pratiques, encore une fois. Et au niveau départemental, voilà, développer la coordination, la gouvernance et renforcer l'acculturation entre les services. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci de votre intervention. Je voudrais rappeler à tout le monde, je ne l'avais peut-être pas fait dès le départ, que vous pouvez bien sûr poser des questions avec le chat. Hein, vous pouvez n'hésitez pas à nous poser des questions. Et les questions me remonteront directement. Et également, si vous souhaitez contribuer et participer, vous pouvez aussi en faire la demande. On peut être une vingtaine à pouvoir contribuer. Donc, si vous le souhaitez, il suffit de le mettre dans le chat et de dire que vous voulez contribuer. À ce moment-là, on vous donnera la possibilité. Ce que nous avions voulu également, après cette présentation, et merci Lévis de nous présenter les choses et effectivement de donner le contexte aujourd'hui entre le monde de la justice, le SIAO, les partenariats et comment ça se passe. Et c'est sûr que sur chaque territoire, à mon avis, ça va être particulier. J'ai vu dans la file de discussion quelqu'un nous donner l'exemple de Visio entre le SIAO et les détenus. C'est dans le Gers, si je vois bien. Et du coup, les entretiens se font en visio à partir du SIAO et à partir de la prison. Ça peut être un bel exemple. Mais on a voulu également montrer dans cet atelier un exemple de manière de travailler. Dans le Haut-Rhin, la DDCS, dans le cadre de la mise en œuvre des AVDL, Aller vers et dans le logement, a décidé, dans le cadre aussi de la politique du logement d'abord sur la ville de Mulhouse, de mettre en œuvre une AVDL justice, c'est-à-dire de pouvoir organiser de l'accueil en tout cas de la demande en prison pour aller directement vers le logement, adapté ou non, mais en tout cas de pouvoir réfléchir à cette question. Et c'est Noémie Kinsey du SIAO du Haut-Rhin qui occupe actuellement ce poste et qui va nous présenter en une dizaine de minutes son travail. Voilà, bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à cet atelier, lors duquel moi, je souhaite effectivement vous présenter mes missions en tant que travailleuse sociale AVDL Justice au sein du SIAO 68. Alors, avant de rentrer vraiment dans les détails de ce qu'est l'AVDL Justice, du coup, je voulais vous présenter plutôt un peu mon parcours parce qu'il peut sembler dans un premier temps un peu atypique, mais vous allez rapidement comprendre qu'il correspond assez bien finalement aux attentes d'une AVDL. Alors c'est parce que je ne suis pas travailleuse sociale de formation, mais juriste spécialisée dans les droits de l'homme. Moi, j'ai souhaité
en fait me rapprocher plutôt d'un parcours de terrain, parce que lors de mes études, beaucoup de questions très institutionnelles m'ont été posées et j'avais la sensation de ne pas pouvoir y répondre sans connaître en fait la réalité des besoins des personnes sur le terrain. C'est pourquoi je me suis dirigée du coup vers un parcours professionnel plutôt vers le milieu associatif. Et ça a démarré avec l'association DAL 68 qui intervient lors des expulsions locatives. Et à la suite de quoi, j'ai obtenu donc ce poste d'AVDL Justice où finalement les capacités tant humaines et de juriste trouvent parfaitement leur place. Et on va rapidement voir pourquoi. C'est parce que l'AVDL Justice, déjà, c'est une mesure AVDL, donc c'est de l'accompagnement vers et dans le logement. La partie justice, c'est parce que je n'accompagne que les personnes sortantes de détention ou placées sous main de justice. L'objectif principal du coup de ce poste, ça va être d'éviter les sorties sèches de détention, donc des sorties non préparées. Pourquoi? Parce que dans ces sorties-là, les personnes ne vont pas avoir d'autre choix finalement que de faire appel au 115 pour être mises à l'abri. Et ça va leur donner une précarité d'hébergement qui va mettre à mal parfois même leur suivi du coup judiciaire, comme M. Huguet l'avait précisé aussi tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que ça va finalement compliquer pour ces personnes-là leur stabilité et leur insertion, ayant vécu du coup dans du collectif en détention et particulièrement pour les personnes qui ont subi du coup de longues peines. Donc il va y avoir vraiment cette importance de travailler le plus tôt possible la sortie, le plus en amont possible depuis la détention de préférence du coup. Et mon accompagnement va se perdurer pendant 2 mois à partir de l'entrée en logement. Sur le poste d'AVDL Justice, on a vraiment décidé d'entendre la notion de logement de manière assez large parce que finalement, elle va comprendre alors tant le logement traditionnel auprès de bailleurs sociaux ou de bailleurs privés, mais aussi une place en logement, par exemple, diffus, en stabilisation. Enfin, ça va être finalement toute place de logement qui va être adaptée aux besoins de la personne. Et c'est pour ça, du coup, que la volonté de la personne, elle va vraiment être au cœur de mes actions. Ça va être même le fondement de mon action, ça va être l'adhésion de la personne à mon accompagnement. Alors, ce projet, du coup, comme l'a dit Raymond, il est né de la politique du logement d'abord. Et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la DDCSPP a vraiment voulu mettre en avant cet accompagnement d'aller vers. Et ça va être un point qui va être crucial pour moi parce que cette logique d'aller vers la personne va vraiment nous permettre d'accompagner des personnes qui parfois peuvent même se montrer réticentes à un accompagnement qui soit social ou juridique. Donc on va avoir cette approche qui va être un peu différente et qui va vraiment se faire en fonction des besoins de la personne. Et pour du coup pouvoir répondre à ces besoins de la manière la plus concrète possible et aussi de la manière la plus efficace, ça nous a vraiment paru hyper important que ce poste soit centré au SIAO, qui est quand même le cœur du dispositif d'hébergement d'urgence. Alors, le fonctionnement en pratique de la VDL, ça va déjà être 20 mesures d'accompagnement qu'on va garder en file active. On a volontairement souhaité limiter à 20 mesures pour pouvoir déjà apporter un accompagnement de qualité aux personnes et aussi parce que, comme je l'ai dit, l'accompagnement est limité dans le temps qu'à partir de l'entrée en logement et non pas sur le travail effectué donc en amont de cette entrée. Donc, c'est par souci finalement de qualité. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Sur notre territoire du 68, on a 3 centres pénitentiaires. On a d'abord à Ensisheim la maison centrale, donc dédiée aux longues peines, et on a 2 maisons d'arrêt, une à Colmar et une à Mulhouse. Alors, ces 2 maisons d'arrêt, elles vont bientôt s'arrêter courant de l'année pour laisser place au centre pénitentiaire de Lutterbach, mais je reviendrai sur ce point-là à la fin de ma présentation. Donc à Ensisheim, finalement, ce sont donc des longues peines. Les dates de sortie sont connues bien en amont. Le travail d'insertion et du coup de logement, il est vraiment central pour les personnes détenues et donc aussi pour le SPIP. Et c'est le SPIP indirectement qui va prendre attache et qui va me solliciter
pour qu'une mesure AVDL puisse se mettre en place avec la personne. Sur la maison d'arrêt de Colmar, on a beaucoup moins de demandes puisque c'est une maison d'arrêt qui est beaucoup moins conséquente et puis de toute façon qui va prendre fin très prochainement. Donc c'est également un laissez-pipe qui vont rentrer directement en contact avec moi pour pouvoir assurer une mesure AVDL lorsqu'il y a une problématique logement qui se pose à la sortie. Et enfin, on a la maison d'arrêt de Mulhouse, alors là, qui accueille quand même un bon nombre de détenus. Et donc, on a décidé de mettre en place des permanences SIAO. Donc, on a 3 associations qui se relaient. Donc, ça va être Appui, Accès et l'Armée du Salut, qui vont en fait avoir chacune un travailleur social dédié, du coup, à ces permanences SIAO. Et elles vont se relayer toutes les 2 semaines pour pouvoir les assurer en détention. Donc, l'idée, c'est qu'elles puissent du coup préenregistrer les demandes SIAO et puis les porter par la suite lors d'éveil social. Pareil, lors de ces évaluations sociales-là, on peut à tout moment me contacter pour une mesure AVDL également. Donc, après avoir été sollicitée, moi, ce qui me paraît très important toujours, c'est de faire un premier entretien de rencontre avec la personne, déjà parce que les problématiques sont souvent diverses, parce que les parcours aussi sont très compliqués et surtout parce que l'évaluation sociale en détention peut vite être biaisée. J'entends par là tout simplement un petit exemple, une personne qui se dit tout à fait autonome en logement, pas de problème pour le savoir habiter, et puis lorsque finalement elle sort, elle ne sait pas, même pas se préparer des pâtes. Et ça, c'est des éléments qu'on ne peut absolument pas vérifier en détention comme on pourrait du coup sur un accompagnement AVDL classique dans des centres d'hébergement ou autres. D'où l'importance de vraiment travailler au mieux et de coordonner surtout donc mon action, la volonté du détenu avec finalement nos partenaires justice et tous les partenaires sociaux. Aussi, du coup, les partenaires sociaux qui ont déjà pu, en fait, auparavant rencontrer les mêmes personnes dans des dispositifs, par exemple, d'urgence, d'hébergement ou autres. Alors, ce qui va vraiment finalement être une difficulté principale, et on l'a déjà évoqué du coup tout à l'heure, ça va être l'ouverture des droits pour mon accompagnement, puisque à la sortie de détention, on l'a vu, par exemple, les droits RSA, il y a un certain délai avant qu'ils soient réouverts, et ce délai forcément bloque une entrée en logement. Donc ça va être forcément le frein principal. Il y aura également, bien sûr, la stigmatisation de ce public qui freine forcément son insertion. Et pour pouvoir un peu vous parler plus en détail des autres difficultés que je rencontre, moi, je voulais vous présenter du coup un témoignage d'une personne que j'accompagne encore actuellement à la maison d'arrêt de Mulhouse et sur laquelle on rencontre différentes problématiques. Et c'est là où vous allez aussi peut-être comprendre tout le sens finalement de la VDL Justice. C'est vraiment de pouvoir proposer aussi cet accompagnement qui est global et qui va permettre de répondre à toutes les problématiques que particulièrement en fait, le public justice va pouvoir rencontrer. Donc, en fait, cette personne est incarcérée, donc je le disais, à la maison d'arrêt de Mulhouse, d'où la problématique justice. C'est une problématique justice qui n'est absolument pas nouvelle pour cette personne. Elle n'a jamais connu ses parents, donc elle a toujours été dans un parcours d'hébergement, de rue, d'institution, ASE à l'époque, de détention aussi. On n'en est pas au premier séjour. Donc voilà, il y a toute cette problématique justice qui vient s'interlier avec la problématique logement aussi, puisque c'est une personne qui n'a finalement jamais eu de pied-à-terre, d'endroit pour se poser et pour pouvoir s'insérer finalement sereinement dans la société. Et donc à cela, on va repérer différentes autres problématiques qui paraissent peut-être moins évidentes dans un premier temps, mais il y aura la problématique santé qui est centrale dans la plupart finalement aussi de mes accompagnements justice. Alors pour le coup, monsieur a de grosses difficultés de santé, il perçoit du coup l'AAH, ce qui lui permet d'avoir une possibilité de logement à l'avenir en termes de ressources tout du moins. Mais ça pose aussi des difficultés en détention puisque monsieur va devoir faire un renouvellement de son dossier MDPH. Et déjà là, on a des premières difficultés à pouvoir finalement allier tous les partenaires pour renouveler ce dossier-là. Ensuite se pose une question administrative. Alors, peu de temps avant son incarcération,
monsieur s'est fait voler ses documents d'identité en fait à la volée dans le tram. Donc, il est passé la carte d'identité, la carte vitale ainsi que sa carte bancaire. Alors, du coup, on a monté un dossier pour faire une demande de renouvellement. Jusque-là, tout va bien. Malheureusement, monsieur n'est pas indigent depuis suffisamment longtemps pour que l'administration pénitentiaire puisse prendre en charge, du coup, les frais liés au renouvellement de la CNI, qui sont 25 € de timbres fiscaux et 5 € de photos. Vient du coup la problématique bancaire. Donc, comme je le disais, monsieur n'a plus de carte bancaire, donc n'a plus accès à son compte également. Donc, il ne peut pas se virer en fait de l'argent pour améliorer tout simplement son quotidien et à la fois être obligé de cantiner, ce qui forcément aussi complique ses relations sur place en détention et puis sa vie de tous les jours. Ensuite, il y a un problème de dette. Monsieur, avec son parcours institutionnel, a en fait provoqué plusieurs dettes, principalement de justice, dommages et intérêts du coup à des parties civiles et également SNCF. Et vient à cela s'ajouter une problématique qui se complique, c'est que monsieur a perdu en fait toute attache avec sa famille et surtout avec sa petite fille âgée de 7 ans, pour lequel il est important pour lui de redemander à sa sortie et dès qu'il aura pu en fait se poser des droits de visite et d'hébergement. Donc encore une fois, on voit parfaitement sur la situation de ce monsieur-là que cet accompagnement pour accéder à un logement va nécessiter vraiment une globalité de prise en charge et d'accompagnement. Alors, je vais rapidement vous présenter un peu les chiffres clés qui sont ceux de ma prédécesseuse sur une période à peu près d'1 an. Donc, elle a pu rencontrer 31 personnes, en accompagner 26. 3 personnes ont souhaité arrêter l'accompagnement avant d'avoir trouvé finalement une solution de logement adaptée. Et comme on l'a dit, c'est vraiment la volonté de la personne et son adhésion à l'accompagnement qui vont prévaloir. Et 18 personnes ont pu trouver des solutions de logement adaptées. Là encore, vous pourrez noter que la notion de logement, du coup, elle est vraiment entendue de manière large puisqu'on a des entrées en logement, en résidence sociale, voilà, en CHRS, ça va être très varié, du placement extérieur au logis jeune. Et ce qu'il sera important de noter, du coup, aussi sur ces chiffres-là, c'est que 5 personnes étaient encore en attente pour accéder à cet accompagnement. D'ores et déjà, moi qui ai pris ce poste du coup depuis 3 mois, j'ai déjà des personnes également en attente du coup de pouvoir bénéficier de mon accompagnement. Donc on note que la demande elle est vraiment présente, que c'est un accompagnement qui a du sens du coup, qui est même sollicité volontiers par les partenaires. Mais voilà, on est limité à ces 20 quotas pour assurer finalement une qualité. Et pour finir, du coup, je voulais un peu vous présenter l'avenir de notre territoire, justement, avec l'ouverture du centre pénitentiaire de Lutterbach, qui va quand même accueillir jusqu'à 720 détenus à travers différents quartiers. Il y aura un quartier de détention, un quartier maison d'arrêt, un quartier femmes, un quartier mineur. Enfin, voilà, ça va vraiment être une grosse structure, en tout cas, pour notre petit territoire. Il y aura forcément du coup une augmentation forte de la demande d'hébergement et de logement. Et dans ce cadre-là, notre association a voulu essayer de répondre au mieux à cette demande, notamment avec l'initiative d'ouvrir ce qu'on a appelé un appartement SAS, du coup, qui est un appartement dans lequel on souhaite que les détenus puissent intégrer plutôt cet appartement donc à leur sortie de détention très rapidement, mais qu'ils ne puissent pas y rester dans le temps et que ce soit simplement en fait un SAS le temps de l'ouverture des droits. Mais Raymond, vous allez peut-être vouloir nous rajouter un petit mot sur ce dispositif-là. Alors, simplement rapidement, c'était de prévoir cette révolution pénitentiaire et d'essayer d'anticiper peut-être au moment de l'arrivée de ce centre pénitentiaire qu'il y ait des appartements SAS, c'est-à-dire des appartements qui permettent d'accueillir des personnes qui sortent de prison un peu, comment je pourrais dire ça, rapidement, sans qu'il y ait eu le temps de préparer. On a aussi quelques autres exemples, comme par exemple dans la Drôme, où effectivement il y a des permanences hebdomadaires de présence des SIAO dans
dans le centre. Ça fonctionne depuis 6 ans, donc ça marche bien. Et même pendant le temps de la Covid, il y a eu des entretiens téléphoniques, c'est-à-dire que le service a continué. Une question qui a été posée, peut-être aussi de réfléchir ensemble, c'était un exemple d'une personne qui nous dit dans le fil de la discussion au centre pénitentiaire de Valence, elle indique que les missions que Noémie présente sont les missions de l'assistante sociale au SPIP. Alors, où en est-on sur les assistants sociaux dans les SPIP? Est-ce qu'il y a une mission spécifique Lévis, tu pourrais peut-être nous répondre à cette question. Et effectivement, une chose importante qui a été dite, et je le relance aussi ici, c'est que comment une association nous dit c'est hyper compliqué de travailler, enfin pour une association, de créer un lien partenarial avec le service pénitentiaire de la maison, de la prison sur laquelle elle travaille. Alors comment pouvoir améliorer, comment créer un partenariat quand ces partenariats ne sont pas naturels ou n'ont pas été réfléchis dans les années précédentes? Alors, deux questions fort intéressantes, vraiment, pour le coup. Alors, la question des ASS en détention, il faut savoir que donc, il y a eu une importante réforme de la filière insertion et probation en 2010 qui a, si je schématise, auparavant, il y avait les CPIP il y avait les conseillers insertion et probation et les assistants de services sociaux qui étaient finalement un petit peu les travailleurs sociaux du SPIP jusqu'alors. Et en 2010, on va recentrer de manière importante les conseillers d'insertion et de probation. Donc, on va les appeler désormais les CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et surtout, on va les recentrer sur les missions criminaux et donc criminologie et prévention de la récidive, pour délaisser un petit peu le volet social. Donc, depuis, il y a la question qui se pose, c'est qui assure le volet social, notamment en milieu fermé. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des recrutements au départ un petit peu d'ASS par voie contractuelle en tout cas, entre 2014 et 2019, il n'y a pas eu de recrutement par concours dans les services pénitentiaires, donc dans les SPIP d'ASS. En 2019, il y a eu un recrutement au niveau du ministère de la Justice avec une cohorte d'ASS qui a été affectée au sein des services pénitentiaires, donc en SPIP. Et en 2020, un autre concours qui a vu une nouvelle cohorte affectée au sein des SPIP. Donc, l'administration pénitentiaire a conscience du besoin d'ASS en SPIP. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, il faut le reconnaître, c'est un coup pour personne, je pense, elles existent, mais elles sont encore trop peu nombreuses pour reprendre de manière vraiment autonome les missions d'accès aux droits sociaux qui sont encore, dans une certaine mesure, assurées par les CPIP. Donc ça, c'était pour la première question. J'espère y avoir répondu convenablement, enfin, en tout cas que c'était un peu les éléments que vous espériez avoir. En ce qui concerne comment est-ce qu'on peut instiller un partenariat avec le SPIP, là, je n'ai pas de réponse toute faite pour le coup. Je pense qu'une association qui souhaite initier quelque chose, moi, je l'inviterai à essayer de prendre lien avec le directeur fonctionnel du SPIP, donc par courrier peut-être de prime abord, et puis après essayer, avec une proposition un petit peu de partenariat pour ensuite essayer d'aller le formaliser peut-être par une convention. Voilà. Merci. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à poser des questions ou même aux personnes qui peuvent contribuer de lever la main pour que je puisse vous donner la parole. J'ai une question pour Noémie. Pourquoi certaines personnes souhaitent arrêter l'accompagnement? Quels sont donc les freins au fait que certaines arrêtent? Qu'est-ce qu'on a repéré comme frein dans la VDL Justice? Alors, personnellement, du coup, je n'ai pas pu repérer de freins spécifiques. J'ai déjà eu 2 arrêts
de propositions AVDL. La première, du coup, ça a été, je pense, parce qu'on a été trop rapide un peu. En fait, cette personne s'est présentée donc, à un service d'urgence, hein, qui est sursaut sur notre territoire. Et il s'avère que j'ai été présente et à parler donc, de ces problèmes juridiques avec la personne. Et donc, on a fait directement le lien. Et je pense que cette personne-là était marginalisée depuis de nombreuses années, du coup, et a eu beaucoup de mal en fait, à se retrouver d'un coup accompagnée par tant de personnes. Donc, ça a mis un frein direct à son accompagnement et ça s'est arrêté là et il s'est de suite rétracté. La deuxième personne, pour le coup, c'est quelqu'un qui, en fait, simplement ne souhaitait pas d'accompagnement en tant que tel, mais souhaitait plutôt bénéficier de certaines aides particulières parce qu'il en entendait parler un peu à gauche, à droite, mais c'était des aides qui ne correspondaient pas, en fait, à sa situation. Donc, ça a été très compliqué de pouvoir s'entendre. Et dans ces cas-là, il ne voulait pas d'accompagnement social. Voilà. Donc, l'accompagnement a pris fin. Mais je n'ai pas rencontré sinon de problématiques plus spécifiques. Il y a une autre question qui est posée, merci Noémie. Il y a une autre question qui est posée. C'est vrai que lorsque une personne est en détention et que l'autre membre est à l'extérieur, comment peut se travailler aussi ces questions de regroupement? Est-ce que vous avez des exemples là-dessus en fin de compte de pouvoir mettre en œuvre un projet extérieur-intérieur? Oui, tout à fait. C'est un peu finalement la spécificité pardon, le rôle d'AVDL Justice. C'est aussi du coup de pouvoir faciliter les échanges entre les partenaires, je le disais, et donc de pouvoir faciliter l'échange avec l'extérieur. Je pense à un exemple tout simple du coup que j'ai eu très récemment d'un monsieur incarcéré donc, pour une longue peine qui cherchait à sortir et qui a de lui-même écrit à une des associations hébergeantes du territoire et qui n'a pas obtenu de retour. Alors, on va savoir, son courrier s'est peut-être perdu. Ceci dit, une fois que la VDL s'est mis en place, le lien a été fait beaucoup plus facilement. Du coup, les personnes du coup, de l'association ont aussi pu simplifier finalement la situation, mieux comprendre où ça en était pour la personne détenue, les obligations du coup qui en découlaient aussi. Donc voilà, l'échange a pu se simplifier et donc on a pu faire des permanences de sortie et donc une intégration lundi d'ailleurs en logement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Non, c'est assez intéressant. Il y avait une demande de parole de Madame Joly. Voilà, est-ce que vous voulez prendre la parole là? Oui, je veux bien. Je vais montrer ma tête. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, j'ai été invitée à être contributrice. Moi, je suis sur un CHRS à Nantes. On a une convention avec le SPIP depuis 2005. Donc, je me retrouve assez dans tout ce qui est dit depuis le début. On est, je pense, du coup, déjà dans des bonnes pratiques, on va dire, par rapport à l'intervention de M. Huguet. Donc, on fait du aller vers. Donc, on a 2 personnes qui vont en détention. On a des places fléchées avec le SIAO. Donc, ça, c'est sur la partie déplacement extérieur. On a une convention, on a une double convention. On a une convention placement extérieur de 72 mois mesure. Donc, on a identifié au passage, quand on est passé au SI et SIAO, 72 mois mesure, on l'a transformé en 6 places, 6 x 12. Et on a 6 places fléchées du coup SIAO. Donc, on informe le SIAO de la personne quand elle rentre au CHRS, mais on est hors dossier SIAO. On a une convention d'hébergement également. Du coup, ça, c'est pour des sorties sèches. Donc, nous, on a des liens très fréquents avec le SPIP, que ce soit donc, sur Nantes, il y a un centre de détention et une maison d'arrêt. Donc, que ce soit l'un ou l'autre lieu, on a des liens réguliers et ils peuvent nous interpeller quand il y a des risques de sortie sèche fragiles, je vais le dire comme ça. Donc, on essaye de s'organiser. Je voulais aussi témoigner de la question de la préparation à la sortie. On a mis en place sur le 44, et il y a une autre association qui fonctionne comme nous, c'est qu'on fait des immersions, notamment pour les très longues peines. La personne vient pendant 5 jours, donc validée par le JAP, dans la structure pour découvrir la structure.
et vérifier que ça peut correspondre à son projet, enfin ce que c'est qu'un CHRS. On est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec un AVA. Donc, on double le placement extérieur d'un contrat de travail, d'un contrat aidé. C'est un vrai plus sur la question de l'accompagnement à la non-récidive parce que c'est un salaire, c'est un contrat de travail, donc ouverture de droit, inscription dans le droit commun. Un autre élément que je voulais aussi souligner, on a un appartement mutualisé pour la parentalité. Parce que du coup, on est à CHRS avec de la cohabitation pour majoritairement des hommes isolés. Et du coup, on a un appartement dédié pour l'accueil des enfants. Donc, quand les personnes sont accueillies, sont pères, on a un appartement du coup qui est possible pour ce droit de visite et d'hébergement, qui est souvent des choses qui sont un peu distendues pendant la détention et du coup qu'on met dans l'accompagnement quand les personnes sont accueillies. Il y a une question qui pourrait vous concerner. Il y a une question qui est posée, c'est comment peut-on geler des places CHRS pour les personnes sortant de prison? Comment on fait? Alors moi, très clairement, j'ai de la souplesse dans mon fonctionnement. C'est obligatoire. Je rejoins le fait que le temps pénitentiaire et le temps du social ne sont pas les mêmes. Donc, ça suppose un travail avec les bailleurs. Concrètement, moi, j'ai un ou deux logements avec des conventions précaires sur des loyers pas trop élevés, ce qui me donne de la souplesse pour être pour avoir une ou deux places qui sont un peu volantes. Ça se justifie aussi dans mon organisation, puisque comme c'est de la cohabitation, ça nous arrive de faire des changements de place. Donc, il me faut de la souplesse dans l'organisation globale du CHRS. Donc, j'ai sans doute cette chance-là. Et ce que je pourrais ajouter, et ça se travaille avec, nous on a travaillé ça avec la DDCS, l'appartement parentalité, il y a un financement ALT. Donc ça, c'est un levier des fois dans la réflexion dans les structures. Ça peut être un levier dans une réflexion un peu de ce que j'entendais là, des animations territoriales qui ont commencé. Il peut y avoir un appartement fléché avec un financement ALT à l'année, et ce qui peut donner de la souplesse sur une structure. Il y a plusieurs questions, mais je les pose aussi à tout le monde. Il y en a une pour la VDL. Comment les futurs sortants de prison peuvent être orientés en logement accompagné sur le SIAO, hein, et comment ouvrir les droits aux ressources? C'est-à-dire, est-ce que sur la VDL, on peut ouvrir des ressources avant que les personnes sortent, ou est-ce qu'il faut des SAS? Comment ça se passe, Noémie? Alors, pour l'ouverture des ressources, je ne me sens pas à même de vous répondre exactement parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu finalement cette problématique en pratique dans mon accompagnement, dans le sens où déjà, ça fait que 3 mois que je suis en poste. Mais il y a effectivement, alors l'avantage, c'est que j'accompagne énormément de personnes qui ont des problèmes de santé et qui perçoivent l'AAH. Et l'AAH, du coup, est une des ressources qui n'est pas entièrement suspendue pendant la détention. Et c'est super important pour ces personnes-là parce que ça leur assure déjà un revenu pendant la détention, une possibilité aussi de se soigner correctement en détention également, mais surtout une possibilité d'avoir aussi des revenus à la sortie encore sans devoir justement attendre ce délai-là comme pour le RSA à l'inverse. Donc, pendant la détention, l'AAH, du coup, elle est perçue à hauteur de 30% de sa totalité, alors que le RSA est, lui, complètement suspendu. Je sais qu'il y a de bonnes pratiques aussi qui se mettent en place avec des liens notamment avec Pôle emploi en détention pour que des travailleurs sociaux de Pôle emploi dédiés finalement justice également puissent se rendre en détention et favoriser l'ouverture de droits avant la sortie. Ce qui permet qu'en fait, à la sortie, la personne n'ait plus qu'à se rendre à Pôle emploi avec son bon de sortie et son dossier a déjà été instruit et donc l'ouverture des droits se fera beaucoup plus rapidement qu'une sortie donc non préparée. Alors, la question à Lévis-Huguet, somme toute, pourquoi l'administration pénitentiaire ne prépare pas les droits RSA avant que les gens sortent? Avec le micro, ce sera peut-être mieux. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas là. C'est le principe en fait de mon poste, du poste duquel je suis, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne fait pas d'hébergement, elle ne fait pas de lutte contre la pauvreté en dehors d'une circulaire de 2013.
et elle ne fait pas de droits sociaux en propre. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration pénitentiaire veille à, enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on œuvre au quotidien, c'est inscrire les personnes, les publics dans le droit commun et donc ne pas créer des dispositifs dérogatoires. Effectivement, comme l'évoquait Noémie, les prestations sociales sont de manière différenciée d'ailleurs impactées par l'incarcération, c'est-à-dire qu'il y a certaines prestations qui vont être perçues normalement en détention. Hein. Je pense aux minima sociaux comme l'ASPA, la PCH, qui ne sont pas impactés par l'incarcération. Il va y avoir des prestations qui vont être impactées, donc comme l'évoquait Noémie, l'AAH en fait partie, c'est-à-dire qu'elle va être perçue à 100% pendant 60 jours et puis ensuite minorée à 30% jusqu'à la sortie et puis rétablie. Et on va avoir des prestations sociales qui sont suspendues. Donc je pense ici aux prestations qui intéressent les actifs, donc l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de sécurité spécifique qui sont suspendues à J+15 après incarcération, et le RSA et la prime d'activité qui vont être suspendus après la deuxième révision trimestrielle qui suit l'incarcération. Donc, ça laisse entre 3 et 6 mois pendant lesquels la personne va percevoir son RSA à 100% et puis ensuite, il va être interrompu jusqu'à la sortie. Donc, on travaille, on essaie de travailler en lien, enfin, en tout cas, on a des travaux en cours avec la DGCS notamment pour essayer de faire un petit peu évoluer la manière dont sont perçus ces minima sociaux en détention pour prévenir la rupture et puis faciliter l'actualisation à l'entrée comme à la sortie. Bon, comme c'est des travaux en cours, je le regrette pas, enfin, je ne peux pas trop en dire non plus, mais en tout cas, on essaie effectivement de fluidifier l'actualisation des droits à l'entrée comme à la sortie, justement. Enfin, voilà, l'accès au logement est conditionné par le fait de disposer de ressources. Donc, l'actualisation des prestations sociales, enfin, la réactivité plutôt selon laquelle sont actualisées les prestations sociales est primordial, et c'est un angle sur lequel on travaille avec nos partenaires de la DGCS. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a de demandes d'intervention? Je suis en train de reprendre les questions. Une des questions posées, c'était suite à la question pour la VDL, comment les structures acceptent les orientations si les ressources sont à venir et non en cours. Alors ça, c'était une question effectivement encore sur la question de... Il y a également une question un peu plus large qui peut aussi s'adresser aux SIAO hein, qui sont présents. Quels moyens peut-on mettre en place au niveau départemental pour que le critère sortant de prison soit prioritaire? C'est-à-dire qu'il y a sûrement une inégalité territoriale par rapport à ça, mais est-ce que le fait de mettre des critères sortant de prison, ça dépend plus de la militance des associations, ça dépend plus des SIAO qui seraient, enfin des SPIF qui seraient très militants dans cette question-là, ou comment faire en tout cas pour faire accepter peut-être à l'ensemble des places un peu spécifiques. C'est un peu la question qui est posée, si quelqu'un veut répondre, sinon Lévis, oui. Oui, moi je cherche encore la réponse à cette question. Je me la suis. Ça fait quelques temps que je me la pose. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. C'est vrai qu'il y a ce problème de concurrence des publics et de priorisation qui est subséquent hein, à ce manque de place. En fait, c'est un des principaux problèmes qu'on a parce que on se rend bien compte que les critères du SIAO sont ce qu'ils sont. Après, la difficulté, c'est que nos publics, ils sont... Enfin, voilà, quand c'est un homme seul en bonne santé d'une trentaine d'années, globalement, quand il va peut-être être moins prioritaire d'un point de vue égalité, égalité qu'une femme avec un enfant ou une femme seule, même en bonne santé. Donc, c'est la question de la priorisation des publics. Je ne sais pas si Frédéric Cadet, qui est mon interlocutrice à la DGCS et qui fait partie du panel, veut rebondir là-dessus. Très rapidement, hein, mais en effet, le sujet de la priorisation des publics fait partie est concerté à l'échelle des départements et dans les documents de cadrage, piloté notamment par le préfet.
et principalement dans le cadre du PDLHPD, qui définit justement à l'échelle départementale, dans le cadrage existant bien sûr, mais en tout cas voilà, il y a une concertation, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les représentants de l'administration pénitentiaire ont bien sûr vocation à participer à ces instances où sont définis en toute concertation les publics prioritaires pour l'accès notamment à l'hébergement et au logement. Et donc qui sont définis dans ces documents en fait. Après, en effet, alors on constate et notamment au travers des réunions visio auxquelles l'on anime avec Louis et la DIAL que derrière effectivement il y a ce qui va faire que en effet les territoires on va dire, ont des solutions plus ou moins abouties et offrent parfois plus de garanties que d'autres territoires. C'est vraiment concrètement derrière les relations qui ont été mises en place, les conventions qui ont pu être instaurées entre les SIAO et les SPIP. Voilà, le sujet de l'interconnexion derrière est évidemment essentiel pour garantir des possibilités très concrètes, on va dire, de solutions pour les personnes placées sous main de justice. Mais en effet, sur le fond, n'en reste pas moins que, que les places d'hébergement sur de nombreux territoires ne sont pas suffisantes par rapport à l'ensemble des demandes, même si aujourd'hui elles atteignent un niveau qu'elles n'ont jamais atteint précédemment. Mais n'en reste pas moins que elles ne permettent pas de répondre à toutes les demandes, notamment sur les territoires où il y a vraiment des demandes très, très importantes, très fortes, des territoires tendus, comme on dit souvent. Et c'est là effectivement que la qualité des relations et de l'interconnexion entre les services est primordiale pour éviter effectivement que on se retrouve avec zéro solution, notamment pour les personnes sortant de détention. Merci. Madame Rupin, Elena Rupin voulait aussi prendre la parole, donc je lui la donne avec plaisir. Une petite seconde. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai vidéo, mais je n'en ai pas. Je pense que c'est pas grave. C'est pas grave, on vous entend bien. Oui, très bien, parfait. Donc, c'était plutôt pour, pas forcément poser une question, mais peut-être vous partager un petit témoignage, si vous me le permettez. C'était surtout un lien avec une dame, une personne qu'on accompagne au sein de notre association. Donc, on est basé dans le 93 à Saint-Saint-Denis et on accompagne des personnes en situation de précarité et mal logement, plus exactement des personnes vivant en squat, bidonville et hôtel social. Mais la plupart des cas, c'est des personnes issues des bidonvilles de l'Europe de l'Est. Et donc, une de ces personnes qu'on accompagne, à un certain moment, il y a eu, je pense, une recherche nationale ou internationale à son nom, venant de l'Espagne. Il a été trouvé à la douane en train de passer leur frontière dans un autre pays. Et donc, c'était une décision que la personne, elle ne connaissait pas, donc elle n'était pas au courant. Et la question, c'était, le problème, en fait, c'était autour des il y avait 4 mineurs qui restaient isolés en France suite à cette détention provisoire en France, justement pour faire le transfert en Espagne. Et peut-être que là, je ne sais pas si vous avez eu des expériences, mais pour nous, à ce moment-là, c'était la première fois qu'on rencontrait ce genre des expériences, des mineurs restant isolés. On a essayé de prendre à ce moment contact avec le SPIP, Huawei, il était la personne à ce moment-là, sachant qu'il était pour une courte période, pour quelques semaines, justement pour en attente du transfert dans l'autre pays. Et donc, pendant ce temps, on a espéré, justement, c'est moi qui avais envoyé aussi des commentaires, que les relations avec les SPIP, ça se passe très, très mal, voire presque impossible. La plupart des cas, au moins pour notre association. Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour nous, ça se passe très mal. Et donc,
On a essayé au moins savoir s'il y a une procédure ou s'il y a des moyens au moins pour obtenir une autorisation ou procuration ou autorisation parentale, une délégation parentale, justement pour un autre membre de la famille, vu que les enfants avaient quand même de la famille élargie en France. Donc, ça ne s'est pas fait, sachant qu'on avait envoyé des rapports sociaux, des demandes, on avait demandé des contacts des directeurs. Donc, voilà, Monsieur Lewis parlait tout à l'heure de demander des contacts, etc. Donc, je vous dis, en réalité, ça ne se passe pas du tout comme on le parle. On peut parler, bien sûr, c'est des solutions qu'on peut proposer. Mais je pense que ce lien, justement, partenarial, c'est très difficile encore et pas très accessible peut-être pour certains d'entre nous. Peut-être pas pour tout le monde, je l'espère, mais au moins pour nous, ça reste un peu compliqué. Donc, ça nous a mis dans une situation quand même compliquée de se retrouver avec des mineurs. Qu'est-ce qu'on fait? Signalement, l'ASE, les CRIP, protection de l'enfance, pas d'autorisation parentale, etc., etc. Donc, la maman, la dame, excuse-moi, elle était finalement transférée, donc elle n'était plus en France. Tout ça pour vous dire que le temps qu'elle a été détenue provisoirement en France, on n'a pas pu trouver des solutions malgré tous nos efforts. Finalement, on a réussi plutôt avec l'autre pays, donc avec l'Espagne, donc plus collaboratif et plus dans le travail partenarial, qui ont réussi à nous envoyer dans un délai de quelques jours une autorisation, une forme de délégation parentale pour les mineurs pour éviter voilà, pour faire le nécessaire avec la famille élargie ici en France. Donc voilà. Merci, merci. Oui. Oui, en tout cas, merci pour votre témoignage. Oui. Ouais. Donc, c'était ça aussi, ça nous met, on réfléchit ensemble à quel niveau on peut travailler justement, comment on peut faire, d'où l'importance de mieux travailler les partenariats. On essaie au moins, on a l'intention. Et merci, Monsieur Lewis, pour vos conseils, Madame Noémie aussi. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire et à approfondir et à explorer encore pour nous. Merci à vous. Merci de votre témoignage. Bien sûr, hein, dans les cas concrets, alors on va voir le positif des choses. L'Europe, ça fonctionne, c'est bien. C'est dommage parce qu'on est en France et voilà, on aimerait bien que ça fonctionne plus en France. Mais en tout cas, je crois qu'aussi l'importance et la nécessité après de renouer le dialogue, de voir peut-être avec les directions départementales des SPIP, enfin de réfléchir de manière un peu plus large les choses. Il y avait quelques questions et quelques réflexions autour du fait qu'un certain nombre de SPIP demandent à ce qu'il n'y ait pas de dossier SPIP, alors que si la détention dure plus de 6 mois, enfin, il faudrait déposer les dossiers au SPIP dans les 6 derniers mois possibles de la détention. Bon, ça marche en maison d'arrêt. Quand quelqu'un est condamné à perpétuité, c'est plus compliqué. Mais on a eu d'autres réponses, comme dans le 44, ou effectivement, ou dans d'autres départements, comme le nôtre, où nous avons des gens inscrits au SIAO depuis 4, 5, 6 ans, hein, puisqu'il y a une centrale, et donc du fait, tant que la demande, le temps pénitentiaire est passé, que la personne soit passée dans les CNE, que revienne, qu'il y ait un premier refus, qu'on relance la procédure, ben les gens sont inscrits 5-6 ans, 5-6 ans SIAO. Il y avait également dans un témoignage dans les Ardennes, il y a des permanences SIAO bien sûr en maison d'arrêt, mais la question c'est pas le fait d'anticiper la sortie qui pose problème, mais c'est la question de la disponibilité des places. Et ça repose la question à l'ensemble, enfin à nous tous, c'est est-ce que vu la particularité de ce public qui de toute façon ne peut pas ni téléphoner tous les jours au 115, etc., ni se faire repérer, est-ce que ce public ne nécessite pas quand même qu'on y consacre quelques places? Quand je dis quelques places, c'est-à-dire peut-être des places dédiées qui sont renouvelées au fur et à mesure des places d'urgence, des places d'insertion qui sont renouvelées. Il y a également, alors je laisse cette question ouverte, et également la question des problématiques psychiatriques et d'autonomie, hein, dans les traitements, hein, qui aussi posent des freins dans l'orientation. Comment travailler avec les équipes sanitaires des centres de détention, SPIP et SIAO?
Alors, du coup, moi, je veux bien rebondir, si vous le permettez. Déjà, sur le temps, donc vous demandiez par rapport au délai de 6 mois et des demandes SIAO. Le SIAO, effectivement, chez nous aussi, hein, nous a demandé de préférence de ne pas faire de demandes trop en avance qui seraient finalement encombrantes des demandes SIAO et non effectives puisque les dates de sortie très lointaines. Ça, c'est une première partie. Toutefois, pour nous, garder quand même la main aussi et la temporalité sur les demandes SIAO, on a voulu mettre en place, et on l'a fait d'ailleurs, la commission justice hein, sur le territoire, qui est une commission qui se réunit du coup actuellement mensuellement entre les SPIP, moi-même du coup, l'assistante sociale également hein, du service pénitentiaire et les fameuses travailleuses sociales du coup des permanences SIAO. Ça nous permet aussi hein, de pouvoir garder du coup une vue sur toutes les demandes SIAO, qu'elles soient du coup plus lointaines ou beaucoup plus proches. Donc ça peut être aussi une solution qui peut être à favoriser et puis ça permet aussi hein, de coordonner finalement à la fois du coup les services SIAO et les SPIP, lorsqu'il y a notamment hein, des difficultés de partenariat. Ensuite, bon, sur la question des troubles psychologiques des personnes, là, j'ai envie de dire que la question, elle est aussi difficile finalement pour les sortants de détention que pour ce public qui pourrait être finalement un public cible et prioritaire à lui tout seul, sans que la question de la sortie de détention se pose. À notre niveau, du coup, également, on a pu mettre des choses en place. On a notamment une équipe ressources logement d'abord, du coup, au sein de Accès, qui intervient pour favoriser également l'accès en logement, du coup, et répondre à la fois, du coup, aux problématiques de santé. Alors, elles comprennent les problématiques psychiatriques, du coup, moins peut-être plutôt psychologiques, du coup, et les problèmes surtout d'addiction, qui sont des problématiques qu'on va particulièrement aussi rencontrer avec le public justice. Donc, on peut également les saisir en partenariat avec mon accompagnement hein, et du SIAO. Et enfin, bien sûr, la disponibilité des places. Là, la question, pareil, se pose un peu de manière générale sur le territoire. On manque de places. Bien sûr que des places fléchées justice seraient à favoriser, en tout cas à mes yeux, et notamment pour répondre à une problématique qui est celle de la temporalité à nouveau. J'entends par là qu'une demande d'aménagement de peine, par exemple, nécessite du coup une domiciliation pour la plupart. On peut du coup travailler une entrée en logement pour une certaine date, mais après ça peut être refusé par le juge. Des éléments peuvent être demandés de manière supplémentaire aussi. Et donc, ça va faire qu'on va devoir garder des places disponibles du coup dans le temps pour des personnes qui ne pourront peut-être pas les intégrer tout de suite. Et donc, ça demande une certaine souplesse aussi au niveau des partenaires sociaux. Et c'est une question qui était aussi posée avant, je crois. Donc, c'est un peu à moi, en tout cas en tant qu'AVDL aussi, de rappeler la nécessité aussi de cette souplesse hein, par rapport à la disponibilité des places et aux spécificités du coup justice qui se posent. Et pour donner un exemple par rapport à tout ça, j'accompagne actuellement une jeune femme incarcérée, mais en qualité de prévenue. Et madame pourrait du coup sortir, mais à condition qu'elle ait bien sûr un endroit où se domicilier pour que, si elle devait être par exemple accusée finalement ou reconnue coupable, on puisse la retrouver facilement au niveau de la justice. La problématique étant que sans date de sortie, il est très difficile de lui trouver finalement une place d'hébergement. Et des dates de sortie, il ne peut pas y en avoir hein, puisqu'elle est prévenue. Donc là, on lui réserve une place, par exemple, d'hébergement en stabilisation pour qu'elle ait une adresse, du coup, et on est en attente de la décision du juge d'instruction. Mais le problème, c'est que pendant ce délai-là, mon partenariat social, finalement, est mis à mal puisque mon partenaire a du mal à attendre la décision du juge et en plus, on ne peut pas lui poser de délai pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est des complications hein, qui font que la disponibilité des places et la nécessité aussi de places fléchées, d'où l'idée de l'appartement SAS au sein d'Accès, est vraiment à favoriser. Il y a également, puisqu'on parlait des personnes
des personnes à fragilité, enfin, avec des problèmes psy, et effectivement, une chose qui a été indiquée dans le fil de la discussion, c'est qu'il y a bien sûr des cas très spécifiques où les personnes, après un passage en établissement médical, hein, USA ou SAI, et c'est plus difficile à faire le lien car le SPIF de rattachement, de l'établissement de rattachement n'est pas toujours en lien pour préparer la sortie. Donc, la question des personnes qui sortent de ces établissements. Et puis, une suggestion, une question, peut-être aussi à réfléchir, c'est au moment de la signature des CEPOM. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être à insister sur la mise en place de places dédiées? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas prévoir dans un certain nombre de pas, peut-être pas faire comme j'ai fait, prendre un appartement et dédié, mais de le faire inscrire dans les CEPOM. C'est une question qui est posée. Et Madame Varin voulait aussi prendre la parole. Oui, bonjour. C'était juste pour rebondir, c'est moi qui avais parlé des UHSA et des UHSI. Merci. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que lorsque la sortie de prison n'est pas classique, c'est-à-dire qu'elle se fait par un SAS, en l'occurrence un établissement pénitentiaire, mais médical, ou alors suite à une hospitalisation, mais la personne est toujours sous écrou. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça concerne en réalité très peu de personnes, et plus le nombre de personnes qu'on touche est faible par an, plus on a du mal à trouver des solutions. Et j'ai été récemment sollicitée sur plusieurs cas de ce type, où en plus, là, le dernier cas que j'ai eu, c'était l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui cherchait un appartement pour quelqu'un qui était tout à fait capable d'être autonome chez lui, mais qui avait besoin d'un suivi à domicile qui pouvait être fait par un service d'infirmerie à domicile. Mais la personne à l'hôpital, l'assistante sociale qui s'occupait du dossier, n'était pas du tout au courant des spécificités de la détention, et donc avait peur de faire quoi que ce soit parce qu'elle pensait qu'il y avait des spécificités qui n'existaient pas. Le SPIP de référent n'était plus en lien sur le dossier, et donc cette personne-là immobilisait un lit d'hôpital alors qu'elle pouvait sortir parce qu'on ne savait pas quoi en faire, et que c'était ça, ou la renvoyer en détention alors que la personne était sous chimio et avait quand même des problèmes de santé relativement lourds qui lui avaient fait accorder une suspension de peine pour raison médicale. Et donc dans ces cas-là, on est sur plein de petits cas qui s'ajoutent, de difficultés qui s'ajoutent, et on ne trouve pas de solution parce qu'en fait, c'est plus la spécialité de personne tellement on est sur des choses un petit peu spécifiques. Et dans le même style, du coup, puisque j'ai la parole, je suis désolée, j'en profite 5 minutes de plus. Non, moins que ça, promis. Sur l'accès au logement, je voulais juste rappeler que ça peut être intéressant, c'est un petit peu hors sujet par rapport à la table ronde, mais de se poser la question de l'accès au logement en urgence pour les personnes qui ne sont pas encore condamnées, qui vont être condamnées parce que leur procès arrive, parce que toutes les personnes qui n'ont pas de logement lorsqu'elles passent en procès vont davantage être placées en détention que les autres, que ce soit en détention provisoire ou parce qu'elles n'auront pas d'aménagement de peine, alors qu'une personne qui aurait eu un logement aurait eu un aménagement de peine. Et je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là, parce qu'on fragilise quand même les gens en les plaçant en détention, et que ça serait intéressant de les prendre avant ce passage-là. Voilà, merci beaucoup. C'est très juste, effectivement, de consolider aussi avant le passage en jugement la situation des personnes. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs points qui sont proposés. En tout cas, je trouvais ça très intéressant. C'était peut-être d'imaginer un contingent de places de CHRS dédiées par rapport au CEPOM, mais également, pourquoi pas, des places IML. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en œuvre des places d'intermédiation locative, logement, pour un certain nombre de personnes? En tout cas, c'était une proposition. Est-ce que… Je veux bien. Oui. On a une expérience IML en 44, IML détention. Ça existe déjà. Voilà, très bien, mais parlez-nous-en. Alors, ce n'est pas moi qui porte, hein, c'est une autre structure, mais il y a des places IML sorties de détention. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand il y a une réflexion un peu globale sur un département et qu'il y a une diversité des places, en fait.
Et on travaille en fait en partenariat avec l'ensemble des structures, puisque certaines personnes, c'est plus adapté que ce soit de l'accompagnement renforcé de type CHRS. Et quand il y a besoin d'un accompagnement, parce que à hauteur de l'accompagnement, ce n'est pas le même, mais qu'une place IML, du coup, peut répondre aux attentes de la personne à la sortie. Du coup, ils sont orientés sur une place IML. Et il faut même duper, c'est l'ANEF Ferrer qui porte ça. Mais ça existe déjà dans notre département, en tout cas. D'accord. Une des questions posées là dans le fil, est-ce que c'est des IML mandats de gestion ou des sous-locations? C'est de la sous-location. Sous-location, merci. Oui. Voilà. Peut-être parce qu'on arrive tout doucement à la fin, il nous reste 5-6 minutes pour échanger. Est-ce que M. Huguet voulait intervenir? Oui, c'était simplement la question de voilà, l'articulation entre les services pénitentiaires et les services de droit commun en matière d'hébergement-logement. Il faut simplement, si je repose le cadre, j'ai délibérément fait le choix de ne pas l'inscrire dans le PowerPoint parce qu'il était déjà suffisamment dense, mais si on repose le fondement en fait, de la logique partenariale dans laquelle essaie de s'inscrire l'administration pénitentiaire, c'est l'article 2-1 de la loi pénitentiaire qui est l'équivalent de la Bible, hein, sans faire offense voilà, en faisant pas d'entorse à la laïcité, mais voilà, c'est vraiment la boussole de l'administration pénitentiaire, cette loi pénitentiaire. Et l'article 2-1, en fait, il explique que, si je le résume, en fait, le service public pénitentiaire est assuré par les services pénitentiaires en lien avec les services de droit commun, qui soient institutionnels, donc voilà, la DGCS par exemple, la DIAL, et associatifs, voilà, que ce soit les personnes publiques ou privées. Donc, il y a une dimension partenariale essentielle et qui détermine en fait la réinsertion dans le droit commun des publics justice. Pourquoi est-ce que je rappelle ça? Parce que quand on parle typiquement de réserver des places fléchées aux sortants de détention ou d'inscrire dans des conventions pluriannuelles d'objectifs la logique de place dédiée aux sortants de détention, la limite, moi, que j'y vois, en tout cas de l'échelle, depuis l'administration centrale du ministère de la Justice, c'est la doctrine de la DAP et de ne pas financer de places d'hébergement de droit commun, parce que on s'appuie en principe, hein, en tout cas c'est la théorie, c'est la doctrine, l'administration pénitentiaire ne finance pas de places d'hébergement dans la mesure où il incombe, en fait, il faut qu'elle se repose sur ses partenaires, donc la DIAL, donc la DGCS, donc les services déconcentrés qui en dépendent, hein, pour permettre au public justice de s'inscrire dans ce droit commun. Et donc, la limite, quand j'entends parler moi, je suis tout à fait enclin à mentionner dans les conventions pluriannuelles d'objectifs des places fléchées, la limite, c'est quel financement justice, parce que la doctrine de la DAP veut qu'on ne finance pas ce type de place. Voilà. C'est la limite un petit peu du raisonnement. Merci. Madame Varin va lever la main. Vous vouliez encore intervenir? Non, pardon, j'ai oublié de baisser la main. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais à ce moment-là de notre débat, d'abord remercier tous ceux qui effectivement interviennent au moment dans le chat de discussion. Il y a pas mal d'exemples, de questions, de choses qui sont posées que je trouve très, très intéressantes. En tout cas, il ne faudrait pas perdre ces échanges que vous avez faits tout au long de la discussion d'aujourd'hui. Il y a deux questions qui sont posées, que je voudrais garder pour la fin. La première, c'est la temporalité. Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour arriver à réfléchir à la temporalité SPIP, SIAO, SPIP extérieur, enfin une temporalité, comment faire retenir cette question-là? C'est une question importante, en tout cas, je trouve qu'elle est intéressante. Et l'autre, effectivement, qui était de se dire également, alors il faut que je la retrouve, voilà, l'idée c'était comment amener une échelle temporelle commune, particulièrement pour les courtes peines, c'est-à-dire, et là je trouve intéressant par rapport aux personnes qui sont dans les maisons d'arrêt, les sorties parfois qui se font dans l'urgence, comment arriver à trouver un lien intéressant de ce côté-là, hein.
Je trouvais que et puis effectivement, la question, il y a un témoignage dans le 77, hein, il y a des places réservées ou fléchées pour le public sortant de détention, mais peu de sorties rapides de prison du fait d'un accompagnement long et global nécessaire, donc fluidité faible. Hein. Difficulté plus importante pour les femmes qui sortent de détention quand les collectifs ne sont pas mixtes. Il est vrai aussi qu'on a abordé ici dans le département, tous les centres pénitentiaires avaient été déménagés. Hein. On n'avait plus que des maisons d'arrêt, on avait bien sûr la maison centrale, mais on a beaucoup de détenus qui viennent de la Meuse, hein, et de Lorraine, puisque les centres pénitentiaires étaient plutôt dans ces départements-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on a mis tous les prisons dans la Meuse. Et donc la question, c'était aussi comment créer, et c'est une des suggestions, comment ne pas créer aussi peut-être une petite doctrine autour de ces questions, puisque souvent c'est un c'est un SIAO d'un département qui va devoir mobiliser l'autre SIAO, le lien entre les SIAO, pour pouvoir permettre d'accueillir les personnes. Voilà un peu les éléments de cette discussion que j'ai trouvé en tout cas très intéressante. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Sinon, je vais clore la rencontre. Mais si quelqu'un veut encore intervenir, qu'il n'hésite pas. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit frustré. En tout cas, merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Merci à Noémie Kinsey, hein, qui a eu un peu chaud pour préparer puisqu'elle vient de reprendre le poste. C'était peut-être un peu compliqué. En tout cas, merci d'avoir accepté cette démarche. Merci à Lévi Suguet également de nous avoir nourris et d'avoir aussi pu donner votre vision des choses. Je remercie également Alice Talon et puis notre technicien pour l'accompagnement technique de cette nouvelle méthodologie de travail. J'ai noté également qu'on pouvait faire de la visio avec du SIAO et les prisons. Je remercie les personnes qui ont donné cet exemple. Je trouve que c'est aussi très intéressant parce qu'effectivement, ça permettrait parfois de rencontrer, de discuter avec des détenus qui sont très éloignés à 150 ou 200 km des centres d'hébergement. Je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, moi, je vous remercie. Je trouvais que l'échange très intéressant et je vous invite à continuer à regarder le programme très intéressant de ces journées qui vont continuer demain, après-demain, jusqu'à vendredi matin. Merci à tous et à très bientôt. Voilà, sur des échanges entre les SIAO, les associations et bien sûr les services pénitentiaires en ce qui nous concerne. Merci, à très bientôt. Hein.